Voilà, donc d'abord je voudrais faire quelques remarques pour commencer et dire d'abord que comme tous les sujets qui intègrent un infinitif, hein, habiter la ville ou habiter en ville, celui-ci bien sûr invite à aborder la question sous l'angle d'une expérience individuelle ou collective. Or, on n'a pas beaucoup de sources pour cela en histoire ancienne. Et les sources que nous pouvons avoir seraient essentiellement quand on est à Rome, avec en particulier un auteur comme Martial, hein, qui pourrait ici être convoqué. Donc, mais dans le cas de la Gaule romaine, bien, là, je vais être obligé de m'en tenir à des considérations quand même d'ensemble et assez larges, un peu, vraiment une perspective un peu macroscopique. Alors, d'abord, je me demande aussi qu'est-ce que c'est que la ville dans le contexte de la Gaule romaine. C'est-à-dire un problème de définition, un problème de limite spatiale et chronologique. Et pour commencer, bien sûr, il faut évoquer la cité, la civitas, hein, c'est le mot latin consacré. Lorsque César arrive en Gaule, il évoque bien sûr les tribus ou les nations gauloises, mais il les appelle des civitates, des civitas, puisqu'il interprète cette réalité gauloise, eh bien sûr, à la lueur des grilles romaines. Alors, la cité, et là vous avez donc une carte de la Gaule où vous voyez les trois provinces, hein, la province d'Aquitaine, la Gaule aquitaine, la province de Lyonnaise, la province de Belgique, les provinces des Germanies, les districts alpestres, ici, et puis, bien sûr, la province de Narbonnaise. Donc, on a un ensemble très, très vaste. Et alors, vous ne faites pas attention aux rutènes, hein, qui sont rangées, ça n'a pas de signification ici. Et donc, vous voyez sur cette carte, eh bien, l'ensemble des cités. Hein, elles vont marquer tout de suite, par exemple, un semis, vous voyez, beaucoup plus dense, hein, dans la Gaule narbonnaise, hein, dans la première province romaine de Gaule, et en revanche, un tissu plus lâche, avec des cités beaucoup plus grandes, beaucoup plus étendues, dans les trois Gaules. Alors, ces cités, il faut bien comprendre que ce sont des cadres politiques et territoriaux. Hein. Une cité, fondamentalement, elle est formée d'un territoire, ce qu'on appelle la guerre, hein, d'un peuple, un populus, et d'un chef-lieu aggloméré qu'on appelle l'urbs, parfois l'oppidum, et qui est donc la ville. Mais une cité romaine, c'est fondamentalement cet ensemble-là. Le territoire, la population, c'est-à dire le corps civique, hein, et le centre aggloméré. Il ne faut jamais perdre de vue cela. Il ne faut pas, par exemple, considérer que la cité ne serait que la ville. Non, c'est cet ensemble dont le chef-lieu aggloméré, eh bien, n'est finalement que la capitale. Donc ça, c'est une donnée qui est tout à fait essentielle. Alors, dans les Gaules, eh bien, les communautés, enfin les cités, hein, les communautés civiques, sont fondées sur le réseau des peuples de la fin de l'indépendance que Rome a repris, a un petit peu modifié à la marge, elle a fait des regroupements, elle a fait un certain nombre de suppressions, mais en gros, c'est quand même le réseau des cités de la fin de l'indépendance, des cités gauloises. Et que nous connaissons assez bien finalement, puisque, comme vous le savez, ce sont ces cités ensuite qui ont fourni la trame des évêchés, hein, et que l'on retrouve donc jusqu'à la fin de l'Ancien Régime. Alors, ces cités se placent dans un cadre qui est le cadre de la province. Et la province, donc je vais revenir en arrière. Donc la province, c'est un cadre administratif romain. Un cadre romain, c'est-à-dire que c'est le regroupement d'un certain nombre de communautés, de cités, sous l'autorité d'un gouverneur qui représente le pouvoir romain. Donc, quand nous prenons cette carte, qui est la représentation tout à fait traditionnelle de l'Empire romain, que chaque
étudiant, chaque élève peut avoir en tête, hein, eh bien, il faut bien être conscient que c'est une carte romaine. Hein, c'est une carte qui voit l'Empire à travers le prisme, qui est le prisme administratif et politique romain. Mais il faudrait pouvoir avoir une autre carte, je vous en proposerai une tout à l'heure, où finalement les frontières des provinces disparaissent et où on n'est que les villes qui apparaissent. Vous voyez, avec autant de points qu'il y a de cités, hein, de villes dans l'Empire. Il faut savoir que l'Empire romain, c'est 2000 cités. C'est un ensemble de 2000 cités, donc depuis la Bretagne jusqu'à la Syrie. Hein, et ces 2000 cités sont autant d'entités politiques autonomes dans l'Empire et qui, pour chacune d'entre elles, ont une relation bilatérale avec Rome. Et finalement, la représentation de l'Empire romain qu'il faudrait aussi avoir, c'est celle-là. C'est celle-là, c'est-à-dire, en fait, une représentation qui serait peut-être plus conforme, si vous voulez, à celle, d'une certaine manière, des habitants de l'Empire. La ville elle-même, comment la définir? Alors, je vais vous épargner le défilé traditionnel des critères qui définissent la ville, vous savez mieux que moi. Moi, il y a toujours une définition que j'aime bien et que je donne toujours aux étudiants, c'est la ville, c'est un endroit où on rencontre des gens qu'on ne connaît pas. Et ça permet de faire une distinction facile avec le monde rural. Donc, il y a un critère de taille qui est évident, et il y a un critère ensuite de statut qui est que, finalement, dans ces cités, en particulier gauloises, eh bien, c'est le chef-lieu qui fait la ville, par définition. C'est là qu'on va avoir la vie urbaine. Donc, on peut retenir, si vous voulez, pour une étude comme celle-là, le réseau des capitales de cités. Dans les trois Gaules, il y avait une 60aine de cités. Pour la Gaule aquitaine, ça faisait une 20aine à peu près. Donc, vous voyez que ça nous donne un corpus raisonnable, hein, si on prend cette base. Et donc, ça veut dire que j'exclus, par exemple, ce qu'on appelle les agglomérations secondaires, hein, que l'archéologie a repéré en particulier. C'est une terminologie que les archéologues ont fondée, hein, cette expression d'agglomération secondaire, parce qu'il y avait des cités où il y avait donc une capitale, mais aussi d'autres villes, hein, parfois moins importantes. On peut penser par exemple au Biturige ou les Movis. Bon. Mais là, je pense qu'il faut uniquement prendre en considération donc, les chefs-lieux. Et pour un cadre chronologique, qui est le cadre très, très classique du Haut-Empire, du 1er au 3e siècle, parce que les choses quand même changent après, j'y reviendrai peut-être rapidement, et parce que de toute façon, c'est ce qui correspond au programme scolaire, comme d'ailleurs à la plupart des programmes universitaires. Et bon, là, je m'attacherai davantage, je prendrai surtout des exemples tirés du milieu aquitain, parce qu'en Aquitaine, les choses ont quand même bien progressé, hein, et donc il y a un certain nombre de, comment dirais-je, de choses que l'on connaît mieux maintenant, et donc autant en priorité prendre de ce côté-là. Alors, premier point que j'aborderai ici, c'est la question de la pesée urbaine ou de ce qu'on peut en savoir. Alors, la population urbaine, fondamentalement, j'en sais rien. Si vraiment on me met la question et qu'on me demande ce que ça pouvait représenter, comme ça, je dirais à la louche, entre 10 et 20% peut-être. Peut-être même, dans certaines régions, plutôt près de 20%. Mais de toute façon, un chiffre qui est assez largement supérieur à des périodes postérieures. On peut penser bien sûr au premier Moyen-Âge, mais on peut penser à un certain nombre de régions en France jusqu'à la fin de l'époque moderne. Alors, pour cela, bon, je propose cette carte, par exemple, qui est une carte qui a été faite par un de mes collègues, Hervé Inglebert, qui est une carte qui est tout à fait intéressante parce qu'elle essaie de représenter, vous le voyez, les densités, les zones de densité urbaine dans l'Empire, et elle propose 4 zones. Alors, il y a, vous voyez, les zones qui sont en orange, ici, un peu. Ce sont des zones où, alors ce qu'ils appellent les zones de type A, on a en moyenne une ville tous les 15 km, à peu près. Et d'ailleurs, il faut bien dire que, par exemple,
lorsque vous allez aujourd'hui en Afrique du Nord, lorsque vous allez, par exemple, lorsque vous partez de Tunis et que vous avancez vers le sud, le sud-ouest de la Tunisie, eh bien, il y a un moment donné où on ne peut être que frappé par la très grande densité du semi-urbain. Il y a des sites archéologiques qui sont des sites extrêmement importants, où pratiquement tous les 5 km, on voit qu'on avait une ville. Donc, il y avait des zones de l'Empire qui étaient des zones extrêmement densément urbanisées. Et donc, vous voyez à peu près ici quelles sont ces zones. Le sud de l'Espagne, la Bétique, l'Afrique proconsulaire dont on vient de parler, le centre de l'Italie, la Sicile, la Grèce et la façade ionienne de l'Asie mineure. Alors, vous voyez que la Gaule se partage entre les régions, ce qu'on appelle les régions de type B, c'est-à-dire en moyenne une ville tous les 40 km, et les régions de type C, donc en vert, une ville tous les 70 km. Voilà. Donc ça peut donner une idée du semi-urbain. On peut proposer une autre carte, qui est celle-ci. Alors cette carte-là, c'est donc un collègue parisien, Pierre Ouzoulias, qui s'est attelé à un travail assez énorme de pointer sur une carte toutes les inscriptions découvertes en Gaule, c'est-à-dire à peu près, enfin dans les 3 Gaules, les Germanies, etc., c'est-à-dire plus de 20 000 inscriptions, 20-25 000 inscriptions. Et donc ça donne, vous voyez, cette carte. Alors, bien sûr, il faut partir du présupposé que comment dirais-je, que le phénomène épigraphique représente le phénomène urbain. Mais ça, c'est une chose qu'on peut assez facilement admettre, parce que ce qu'on appelle la culture épigraphique, la pratique de l'épigraphie, c'est-à-dire la pratique qui consistait à faire graver des inscriptions sur des supports en pierre, pour des raisons religieuses, funéraires, pour faire des dédicaces honorifiques, etc. Cette pratique est en fait un phénomène largement urbain. On connaît une épigraphie rurale, en particulier je pense au Limousin aujourd'hui, mais dans l'ensemble c'est quand même vraiment majoritairement urbain. Si on regarde par exemple les inscriptions de la ville de Bordeaux, donc les inscriptions qui correspondent en fait à l'ancienne cité du peuple des Bituriges vivisques, puisque c'était le peuple qui se trouvait dans la région de Bordeaux, il y a presque 100% des inscriptions qui viennent de Bordeaux. Dans le terroir, je dirais, des Bituriges vivisques, en dehors donc du chef-lieu urbain, il n'y a rien. Périgueux, c'est la même chose. Donc, l'épigraphie recoupe largement le fait urbain, et donc une carte comme celle-là montre quelle pouvait être l'implantation urbaine dans les Gaules. Et vous voyez, c'est intéressant parce que vous avez ici ce qu'on appelle parfois le lambda gaulois, c'est-à-dire, vous voyez, l'empattement du lambda ici, depuis, depuis... Alors ici, c'est un petit peu particulier parce que là, c'est une zone de concentration qui correspond au marbre des Pyrénées. Dans cette région, l'exploitation du marbre a vraiment provoqué une très forte production épigraphique. Donc vous avez ici ce lambda, voilà, qui part comme ça. Donc évidemment toute la province de Narbonnaise qui remonte en suivant l'axe du Rhône et l'axe de la Saône et qui remonte donc jusqu'au Rhin et aux provinces de Germanie. Et donc on voit ici quelle était finalement vraiment la Gaule la plus urbanisée. Alors il y a les grands centres du sud-ouest de la Gaule aquitaine, Bordeaux, Saintes, Périgueux en particulier, secondairement Limoges, Bourges, Poitiers. Et puis on voit ce que parfois on appelle toute cette diagonale du vide, c'est-à-dire ce grand ouest gaulois où là, le phénomène épigraphique et aussi le phénomène urbain a été visiblement beaucoup moins important. Donc voilà quelques propositions que je peux vous faire sur cette répartition. Alors, ensuite, je vais dire quelques mots sur les grands caractères de la ville gallo-romaine. Et d'abord, je voudrais commencer, puisqu'aujourd'hui j'ai un auditoire de collègues, par faire un sort quand même à cette expression gallo-romain, qui est une expression à laquelle j'ai toujours mis des guillemets ici, et que, pour ma part, je n'aime pas beaucoup, et que je déconseille vraiment maintenant d'employer.
et y compris dans son usage archéologique, hein, quand les archéologues nous disent ça, c'est une couche gallo-romaine, hein, bon, ça m'agace toujours. Alors, pour quelques raisons, mais brièvement que je vais quand même vous dire ici, parce que d'abord, cette expression gallo-romain est une expression qui ramène à l'unité une réalité qui était diverse. Hein. Vous voyez bien qu'on a des Gaules. Et entre la province de Narbonnaise, dont Pline nous dit qu'elle était quasiment comme l'Italie, et l'extrême nord de la Gaule, ou le grand ouest gaulois, les faciès étaient quand même très différents, sans parler des Germanies, qui étaient profondément marquées par la présence de l'armée. Et ce postulat-là est un postulat qui est hérité de l'historiographie traditionnelle. Camille Jullian, par exemple, pour citer ce qui est vraiment un représentant prestigieux de cette historiographie traditionnelle, hein, disait, je cite, « La Gaule, le pays par excellence de l'unité ». D'autre part, cette expression introduit aussi l'idée d'un syncrétisme, ce qui est d'ailleurs un cas unique dans l'historiographie du monde romain. On ne parle jamais de britanno-romain, ou d'afro-romain, ou de syro-romain, ou d'égypto-romain. Non, on ne parle que de gallo-romain. Et donc, c'est évidemment une reconstruction idéologique qui est bien connue, selon laquelle la Gaule aurait surmonté sa glorieuse défaite en mêlant les qualités essentielles du caractère gaulois, c'est-à-dire du caractère français, hein, la bravoure, le sens aigu de la liberté confinant à l'individualisme, l'ouverture d'esprit, à l'apport des Romains, c'est-à-dire le sens de l'organisation, de l'administration du droit, et tout cela pour former un hybride original et réussi, hein, qui fonderait lui-même l'originalité française parmi les nations, c'est-à-dire une terre d'intermédiaire géographique, une terre tempérée, une terre de juste milieu culturel entre la germanité et la latinité. Hein, là, vous avez une idée qui court, hein, dans une grande partie du XIXe siècle. Et puis, cette expression, en fait, et enfin, elle enclôt et elle gomme aussi tout le débat qui a eu lieu au XIXe siècle, qui était un débat hérité des Lumières, de la Révolution française, et qui épousait les clivages politiques de la société française. Par exemple, l'opposition entre Gaulois et Francs. Les Gaulois, héritiers, enfin, plutôt ascendants du tiers-État, hein, et les Francs de l'aristocratie. Et donc cette lutte un peu, comment dirais-je, séculaire entre les Gaulois et les Francs, la soumission d'abord des Gaulois par l'aristocratie franque, hein, la révolte, la Révolution française, hein, qui est la révolte des Gaulois contre les Francs, et puis qu'on retrouve ensuite sous la Restauration, hein, et on se rappelle que 1830, par exemple, est vécu, hein, je renvoie à Balzac, hein, au moment de la mort du marquis d'Esgrignon, hein, apprenant ce qui s'est passé en 1830, enfin, ce qui vient de se passer en juillet à Paris, il expire en disant « les Gaulois triomphent ». Donc on a, et ça, c'est gommé, hein, gommé aussi l'idée qu'on retrouve dans l'historiographie, hein, et que voilà, je représente avec cette gravure qui est tirée donc, du livre de François Guizot, hein, l'histoire de France racontée mes petits-enfants. Vous voyez, bon, c'est le frontispice du chapitre « La Gaule sous la domination romaine ». Bon, et donc, c'est l'idée, effectivement, que eh bien, la liberté gauloise a été asservie par Rome, et qu'en plus, après, Rome a entraîné la Gaule dans son propre déclin. Et que donc, toute cette période, pour la Gaule, en fait, est une période de déclin. Et vous voyez à quel point cette image, évidemment, est sombre. Hein. On a même le vol noir des corbeaux, hein, qui préfigure, bien sûr, hein, d'autres occupations. Voilà. Alors, au bout du compte, hein, ce paradigme gallo-romain, eh bien, on voit bien à quel point c'est un paradigme tertio-républicain, hein, qui a été en grande partie adressé à l'école primaire. Hein. Vous voyez cette image dont je n'ai pas réussi à retrouver l'origine. Hein, c'était les séries d'images qu'on distribuait à l'école. Hein, vous voyez le numéro 8, par exemple, la Gaule romaine, les transports terrestres, et vous voyez comme c'est formidable, les routes sont pavées, les gens roulent à droite. Hein. Bon,
on se croise, tout le monde est content, évidemment, et vous avez des soldats, mais enfin, on voit que ces soldats-là, bon, ils sont là, ils sont en mission, il n'y a pas de... Évidemment, si on compare avec la gravure qu'on voyait auparavant, ça n'a rien à voir. Et puis au fond, vous voyez, avec cette rue, avec cette route complètement droite, eh bien, on voit la ville qui se profile. Et donc entre 1871 et 1914, bon, voilà l'image qui a été celle de l'école primaire, alors que l'enseignement des lycées, lui, c'était l'histoire romaine, hein, bien sûr. Bien, donc après cette parenthèse, mais que voilà, je voulais quand même profiter de cet auditoire pour faire, et pour dire que donc moi je ne parle pas de ville gallo-romaine, je préfère parler de la ville en Gaule romaine, par exemple, une expression de ce genre. Donc je vais faire quelques remarques sur donc, les grands caractères du phénomène urbain en Gaule romaine. D'abord se pose une première question qui est la question du lien avec la période précédente, c'est-à-dire du lien avec la période gauloise ou celtique, car il y a de façon maintenant parfaitement reconnue ce que les archéologues ou nos collègues proto-historiens appellent une proto-urbanisation. Avec les proto-historiens, tout est proto. Hein. Donc une proto-urbanisation de la Gaule à l'époque gauloise, donc ce qui correspond à la période de l'Athènes III, hein, la dernière période de l'Athènes, où effectivement, eh bien, on voit se développer de véritables structures urbaines en Gaule, et des structures urbaines qui sont marquées elles-mêmes par des influences méditerranéennes précoces. Dès la fin du IIe siècle avant Jésus-Christ, eh bien, on voit que des sites comme Lyon, par exemple, sont vraiment marqués par des influences venant d'Italie, venant de Grèce, sur, en particulier, l'habitat ou le matériel. Et ça, donc, il faut en tenir compte, si vous voulez, pour bien comprendre que la ville romaine en Gaule n'est pas une création complètement ex nihilo. Hein. Souvent, elle prend la place, elle prend la suite de structures urbaines préexistantes qu'on connaît mal, puisqu'elles ont été recouvertes, hein, dont on n'a qu'un aperçu assez fugace, mais dont on a retrouvé néanmoins la trace, d'autant plus que les Romains ont déplacé un certain nombre de villes. Donc, par exemple, c'est le cas à Bibracte, eh bien, on voit, bien sûr, là, la ville proto-historique et pré-romaine. Alors, ces influences précoces peuvent expliquer que le rythme de développement ait été assez rapide au départ, hein, que la croissance urbaine ait été assez rapide, et que les premiers aménagements urbains romains aient été mis en place, en fait, assez vite, et c'est le cas en particulier de la trame urbaine. Et là, j'ai retrouvé évidemment dans l'exposé précédent un certain nombre de choses qui ont un écho à l'époque romaine, en particulier ces trames extrêmement régulières, mais pour lesquelles, évidemment, il faut se poser la question de leur origine et de leur signification. Alors, ces plans, donc, qui sont des plans orthonormés, dans lesquels l'urbanisme romain se développe, d'où ça vient? Il y a plusieurs pistes, en fait. D'abord, il y a des influences grecques. Un architecte comme Hippodamos de Milet a créé, à Milet d'ailleurs, un des premiers plans, ce qu'on appelle d'ailleurs le plan hippodamien, donc un plan régulier en damier. Le plan colonial romain lui-même, vous voyez ici la trame de la colonie latine de Cosa en Étrurie, le plan colonial latin donc, reprend cette grille, et il a été le prototype donc, de toute une suite de fondations ultérieures. Bon, je prendrai ici simplement l'exemple de Limoges, d'abord, d'Augustoritum, ou celui de Périgueux. Ça, c'est la maquette donc, du musée Bézounat. Bon, vous voyez, où on retrouve bien sûr ce plan régulier. Alors, ce plan, il était issu d'abord, je pense vraiment, de façon extrêmement lourde,
des techniques d'arpentage romaines qui sont très développées depuis la République. Ce que les Romains appellent l'art grammatique, la technique de l'arpentage, est vraiment quelque chose qui appartient en propre à la culture romaine et quelque chose qui s'est beaucoup développé dans le milieu bien sûr des arpenteurs dans le contexte rural, mais aussi dans le milieu militaire. Et les ingénieurs militaires à Rome ont été vraiment un conservateur de ces techniques grammatiques. Et quand on sait le rôle que l'armée a joué souvent dans les fondations urbaines, évidemment, il n'est pas étonnant que l'armée ait créé les villes et les ait dessinées selon les habitudes qui étaient les siennes. En particulier, d'ailleurs, ne serait-ce que pour les camps légionnaires eux-mêmes, bien sûr. Ces grilles d'implantation urbaine correspondaient aussi à des rites de fondation dont le détail était conservé dans le droit augural à Rome, dans le droit des augures, et évidemment dont l'archétype était la fondation de Rome par Romulus et Rémus, le fameux sillon tracé à la charrue, l'enceinte, ce qu'on appelle donc la première Roma quadrata, la première Rome carrée, donc fondée au 8e siècle selon la tradition. Et puis, comme d'ailleurs vous le disiez, il y a évidemment aussi un message ici qui est adressé aux populations. Les Romains sont là. Maintenant, il va falloir marcher droit. Voilà. Et ça, c'est un message très clair qui est envoyé aux populations, qui s'accompagne bien sûr de tout un ensemble de monuments qui marquent aussi la présence romaine. Mais là, je crois que le message est on ne peut plus clair. Je pense toujours, par exemple, aux fameux uniformes rouges, vous savez, des soldats britanniques, dont souvent on rigole en disant « mais ça faisait des super cibles ». Oui, mais ça voulait dire « les Anglais sont là ». Voilà. Bon, maintenant, c'est fini de rire. Et là, je crois vraiment qu'il y a un message, mais qu'on retrouve, par exemple, aussi dans les grandes fortifications romaines. Je pense aux meules d'Adrien, dont on sait qu'elles étaient badigeonnées à la chaux et qu'on reproduisait ensuite à la peinture rouge, le tracé, souvent imaginaire, des moellons, pour bien montrer que, pour donner à ces fortifications une allure encore plus imposante. Donc là, je crois que c'est quelque chose aussi qu'il faut bien comprendre comme ça. Donc cette trame orthogonale, évidemment, c'est bien connu. Bon, je ne vais pas répéter des choses qui sont sues. Elle s'organise autour de deux axes perpendiculaires, le cardo, le decumanus. De part et d'autre de ces deux grands axes, qui sont les axes directeurs du plan, il y a les grands endroits de la vie urbaine, de la vie civique en particulier. On le voit ici à Périgueux, qu'on connaît quand même maintenant assez bien, le forum, le sanctuaire de la tutelle en particulier, vous voyez, donc qui se trouve là au centre de la cité, le Capitole aussi dans certains cas. Et cette voirie urbaine, en particulier les axes directeurs, correspond souvent au tronçon urbain des grandes voies d'orientation stratégique de l'Empire. Voilà. On sort, il y a la route de Lyon, il y a la route de Bordeaux, et les voies urbaines sont dans la continuité avec un passage qui est souvent marqué par un arc monumental, comme par exemple, je pense qu'on le verra tout à l'heure, l'arc de Saintes qui est bien connu. Alors parfois, il y a des itinéraires de contournement, par exemple à Saint-Bertrand-de-Comminges, je n'ai pas le plan ici parce que je n'ai pas réussi à le faire rentrer dans la diapo, mais à Saint-Bertrand-de-Comminges, on voit qu'il y avait un itinéraire de contournement, parce qu'on sait qu'il y avait aussi une réglementation pour ne pas rentrer dans la ville, en particulier avec des charrois trop imposants. Alors un point important, évidemment, c'est ce qui concerne la parure urbaine. Alors là, je vais passer relativement vite parce que ce sont des choses qui sont connues et je ne veux pas faire un exposé, si vous voulez, qui soit, je dirais, les grands hits, vous voyez, de la ville romaine. Bon, évidemment, les forums,
Alors, tous ces documents-là, je les mettrai à votre disposition. Alors là, bon, je m'excuse parce que là, bon, la diapo n'est pas très visible. Ce sont des documents qui sont tirés du livre d'Alain Boué sur la Gaule-Aquitaine, qui est une publication récente et qui figure dans la bibliographie que j'ai donnée. Voilà. Et où il a eu la bonne idée, par exemple, de reprendre, vous voyez, l'ensemble des plans des forums des chefs-lieux, enfin, en tout cas, d'un certain nombre de chefs-lieux d'Aquitaine en les mettant à la même échelle. Donc là, par exemple, eh bien, moi non plus, je ne vois pas tellement à l'écran, là, mais ici, vous avez le forum de Limoges, mais là, vous avez celui de Javols en Lozère, par exemple, là, vous avez celui de Dax. Bon, et on retrouve toujours ce partage entre une aire sacrée, où il y a d'un côté du forum, donc, les sanctuaires, en particulier souvent le sanctuaire de Rome, d'Auguste, parfois des sanctuaires civiques, et puis la partie plus civile, du forum, ici par exemple, vous voyez, là on voit bien ici sur, là c'est le forum de, j'arrive pas à lire, c'est pas grave, de toute façon, comme on dit, ils sont tous pareils. Donc là vous avez, vous voyez, la partie, ce qu'on appelle l'aire sacrée, et puis là l'aire civile avec la basilique, et puis la cour, et sur le côté, ce qu'on pense être des boutiques, mais ce qui était sans doute plutôt des officias, c'est-à-dire des bureaux ou des centres administratifs. Voilà. Alors, autre grand marqueur, bien sûr, les grands sanctuaires. Bon, je pense que le sanctuaire de la tutelle à Périgueux, qui est un sanctuaire civique, c'est la tutelle, donc c'est la tutelle de la cité, c'est la divinité protectrice de la cité, avec donc ce qui est toujours aujourd'hui un monument bien connu à Périgueux, qui est la tour de Vaisonne. Bon, il n'y a pas que les cultes publics, il y a aussi des cultes, bon, là, je vais donner l'exemple du culte de Mitra, qui est bien connu dans la province. Autre marqueur important, eh bien, les édifices de spectacle. Alors là, vous voyez toute une série d'amphithéâtres, Poitiers, Périgueux, Limoges, Bordeaux, Saintes, Agen et Rodez. Ça, c'est un monument absolument indispensable de toute grande ville romaine, parce que c'est non seulement, si vous voulez, quelque chose de monumental, mais c'est un élément essentiel de la signature morale de la ville, c'est-à-dire un lieu d'agrément, un lieu de réjouissance, un lieu aussi de charme et de beauté, ce que les Romains traduisaient par la notion d'amoenitas, l'agrément de la ville. Vivre en ville, c'est bénéficier de cet agrément qui vous est offert, donc en particulier par les édifices de spectacle. Comme les Romains à Rome, partout dans l'Empire, eh bien, on profite des jeux du cirque. Et c'est extrêmement important aussi sur le plan idéologique, comme l'a bien montré, bien sûr, le livre fameux de Paul Venn, parce que c'est aussi une chose que le pouvoir, au sens très large, l'empereur, les élites, doivent apporter au peuple. Cet agrément. On doit l'apporter au peuple des villes et éventuellement au peuple des campagnes, puisque c'est le même populus, c'est le même corps civique, et les gens des campagnes, ils viennent en ville aussi. Dans le même ordre d'esprit, nous avons bien sûr les thermes. Les thermes, c'est exactement la même chose. Là, c'est la même, vous voyez, même principe, c'est-à-dire que vous avez un certain nombre de grands thermes publics dans plusieurs chefs-lieux de cité, mais on le sait bien, partout, les thermes font partie de l'équipement de base, depuis les parties les plus orientales de l'Empire jusqu'au nord de la Bretagne, dans les camps militaires les plus éloignés, on trouve toujours des bains. Et là aussi, ça fait partie de l'agrément qui est offert à la population des villes. Et ça nous rappelle que l'hydraulique est un élément absolument essentiel de la vie de la ville romaine. La ville romaine, c'est un endroit où l'eau courante est abondante et où l'approvisionnement en eau est assuré par le pouvoir. On construit des aqueducs dans les campagnes qui drainent l'eau des campagnes pour l'amener en ville. Donc on a une hydraulique qui est une hydraulique d'agrément, mais qui est aussi une hydraulique de prestige, parce que c'est aussi une vitrine de la puissance et du mode de vie à la romaine. Alors cette eau, bien sûr,
elle approvisionnait en priorité les équipements publics, hein, les fontaines. Par exemple, ici, je vous ai mis cette photographie d'une fontaine qui a été retrouvée dans les caves du palais du duc Jean de Berry à Bourges, hein, qui a été fouillée il y a peu de temps. Là, par exemple, une fontaine, enfin la bouche d'eau d'une fontaine qui a été retrouvée à Limoges, hein, à la fin des années 80. Et puis, bien sûr, les inscriptions de Bordeaux que nous connaissons, hein, qui, là aussi, étaient des inscriptions qui étaient placées sur des fontaines et qui rappelaient que donc, ces aménagements hydrauliques avaient été payés, dans tous les cas, hein, on l'a ici à Limoges, hein, comme à Bordeaux, par les grands personnages, par les grands notables. Ici, on a quelqu'un qui s'appelle Postumus, qui est fils de Dumnorix, qui est vergobret, c'est-à-dire qui est magistrat supérieur dans la cité. C'est un vieux mot celtique. Bon. Là, on est vraiment dans les tout débuts de l'Empire. On a quelqu'un qui n'est pas encore citoyen romain, hein, qui est un membre de l'élite de la cité, un grand notable, qui n'est pas citoyen romain encore. Hein, on le voit, néanmoins, il a quand même un nom romain, il s'appelle Postumus, mais enfin, il est fils de Dumnorix. Et il a offert, donc, c'est-à-dire qu'il a très rapidement, comme il s'est très rapidement approprié cette pratique de l'évergétisme, qui d'ailleurs avait aussi ses racines dans la société celtique, bon, mais qui là maintenant s'applique non pas à distribuer de la victuaille ou du vin à ses concitoyens, hein, mais à installer des équipements hydrauliques pour approvisionner la cité en eau. Voilà, alors, bon, je passe sur ces documents, peut-être on y reviendra au moment de l'atelier. Un mot sur l'habitat, là aussi pour rappeler quand même que, contrairement au modèle, si vous voulez, couramment répandu de la fameuse villa pompéienne, ce qu'on nous propose le plus souvent comme habitat romain, c'est évidemment l'habitat des élites. Ces grandes domus étaient des résidences aristocratiques. Si on veut réduire l'habitat romain à ces grandes résidences, c'est comme si on réduisait l'habitat à la fin de l'Ancien Régime aux grandes demeures aristocratiques, aux châteaux, aux grands hôtels urbains, évidemment. Donc là aussi, on connaît bien sûr en Aquitaine un certain nombre de ces grandes domus, de ces grandes résidences urbaines, qui étaient les résidences urbaines d'une aristocratie dont l'assise économique était évidemment essentiellement foncière, mais c'était leur résidence en ville. On sait qu'il y avait un habitat beaucoup plus modeste. L'archéologie ne le perçoit pas. Les textes, eux, peuvent permettre de le percevoir. Par exemple, on sait qu'à Pompéi, il y avait beaucoup de gens qui vivaient dans ce qu'on appelait des pergolas. Alors les pergolas, ça ne correspond pas à ce à quoi notre imaginaire peut renvoyer. Les pergolas, c'était aujourd'hui on appellerait ça, c'était des sortes de soupentes, hein, qui étaient dans les maisons. C'est-à-dire des soupentes ou des... comment ça s'appelle aujourd'hui quand on a, vous savez, un niveau intermédiaire qui est créé? Une mezzanine, voilà. C'était souvent des mezzanines. Hein. Et d'ailleurs, il y avait une expression péjorative qu'on employait en latin qui était, on disait, celui-là, il est natus in pergola. Il est né dans une pergola. Hein. Bon, ça donne une idée de cet habitat modeste. Mais on sait aussi qu'il existait, parce qu'on en a trouvé la trace, un habitat intermédiaire. Hein, donc il n'était pas celui de ces grandes résidences aristocratiques, mais vous voyez des résidences plus modestes, mais qui adoptaient aussi le modèle aristocratique, avec bien sûr la cour, le jardin central et les pièces qui s'organisent autour. Voilà. Donc, alors j'arrive à la fin de l'exposé, je crois que c'est à peu près bon, je suis dans le temps. Donc je voudrais conclure sur pour en venir à de la politique et conclure sur le modèle politique auquel correspond la ville romaine, et la ville romaine en Gaule, mais aussi la ville romaine dans les Germanies, la ville romaine dans les Espagnes, la ville romaine un peu partout dans l'Empire, et donc de la place de la ville dans le modèle impérial romain, ou de ce que maintenant on appelle un peu cuistrement dans l'impérialité romaine. La ville dans l'impérialité romaine. Alors évidemment, la ville, elle est profondément marquée par le modèle romain, un peu partout. Elle est marquée matériellement. La trame urbaine, la parure urbaine est une
parure romaine. C'est une parure de pierre, c'est une parure de marbre en grande partie. L'habitat aussi s'est romanisé. Socialement, on a une société qui s'est calquée sur le modèle romain, en particulier qui s'est calquée sur le modèle que connaît la société italienne déjà depuis plusieurs siècles, depuis le 3e, 2e siècle avant Jésus-Christ, c'est-à-dire une société diversifiée, où l'on a des élites, où l'on a des catégories inférieures de la société, mais où on a aussi beaucoup de catégories intermédiaires, ce que Paul Venn a appelé la plèbe moyenne à Rome, ce qu'on peut appeler aussi bien des classes moyennes. Ces classes moyennes, elles existent, et un peu partout dans l'Empire, eh bien, on les voit se développer, et les Gaules n'y font pas exception. Culturellement aussi, la ville est marquée par l'empreinte romaine, en particulier avec la pratique de l'hommage public, et puis surtout la pratique épigraphique qui se développe et qui connaît un véritable boom dans les premiers siècles du Haut-Empire, 1er, 2e, jusqu'au 3e siècle. Eh bien, on voit une floraison dans tout l'Empire de cette culture épigraphique, puisqu'aujourd'hui, on estime que pour l'ensemble de l'Empire romain, il y a pratiquement 300 000 inscriptions qui ont été publiées, simplement. Donc, si on fait la part de toutes celles qui ont disparu, évidemment, ça peut donner une idée de l'importance de cette culture. Alors, bien sûr, on peut s'interroger aussi sur les limites ou sur les échecs de cette romanisation. Il y en a. Il y a par exemple des villes où il y a des régions où la ville ne s'est pas développée avec le même succès. Par exemple, il est facile de voir qu'en Aquitaine, il y a une rupture entre le nord et le sud. Tout le nord aquitain a connu de grandes réussites urbaines. Le sud aquitain est resté beaucoup plus dans une médiocrité urbaine. Et on peut retrouver ce même type de partage binaire de l'espace dans d'autres régions de l'Empire. Il y a des villes que les Romains ont créées qui ont été des échecs. Aujourd'hui, par exemple, une ville comme... aujourd'hui, c'est une localité, Vieux, dans le Calvados, la Civitas Viducasorum, c'est-à-dire la cité des Viducas, a complètement périclité. Et on voit à quel point certains équipements ont été des équipements beaucoup trop ambitieux, surdimensionnés par rapport à ce que la ville ensuite a pu devenir. Bon, et puis il y en a d'autres. Il y a quelques années, il y a eu un colloque qui a été consacré justement à ces échecs urbains en Gaule. Mais juste pour terminer, je voudrais simplement insister sur l'idée que la ville est tout à fait essentielle au modèle impérial romain elle-même. Elle en subit la marque, mais elle y est essentielle, et la ville donc joue un rôle déterminant dans le fonctionnement même de l'Empire. La ville, évidemment, est un lieu d'expression du pouvoir. C'est le lieu où s'exprime par excellence le loyalisme des élites. C'est le lieu qui est le relais du pouvoir romain. Mais la ville joue un rôle tout à fait essentiel dans la gestion de l'Empire. L'Empire romain, il est marqué, et on pourrait revenir à la première diapositive, l'Empire romain, il est marqué par une superstructure de gouvernement qui est la superstructure, disons, romaine, celle du pouvoir central, celle de l'empereur, donc, celle des agents de l'empereur. Mais pour aller vite, cette superstructure romaine, elle se limite à quelques milliers d'individus. Si on ne considère que cette superstructure romaine, celle des gouvernants, des agents de l'empereur, de ses esclaves et ses affranchis, d'un certain nombre de militaires qui sont affectés à des tâches administratives, on a quelques milliers d'individus. Et si vraiment on prend les catégories les plus supérieures, les sénateurs, l'ordre équestre, on n'a pas plus de 600 hauts responsables qui sont en fonction de manière simultanée dans l'Empire. Donc vous avez un empire, vous voyez, de cette étendue, 50, 60 millions d'habitants, qui serait administré dans ces strates supérieures par 600 personnes. Bon, plus une strate d'administrateurs, mais qui n'est pas considérable. Si on fait le rapport avec le nombre des officiers dans la France d'Ancien Régime, si on fait le rapport avec l'administration dans la Chine impériale des Han,
on voit à quel point l'Empire romain paraît sous-administré. Mais si l'Empire romain peut fonctionner avec une superstructure politique aussi faible, c'est parce qu'il repose sur tout le réseau des cités. Chaque cité est autonome, chaque cité a son propre gouvernement, chaque cité expédie sa justice, chaque cité assure l'ordre public, chaque cité perçoit les impôts pour le compte de l'empereur. Et donc, l'Empire romain fonctionne sur cette infrastructure civique. Et les cités, on le voit bien, et les villes en particulier, sont absolument consubstantielles au fonctionnement, à l'existence même de l'Empire, ce qui fait que, pour ma part, je pense que si à un moment donné l'Empire disparaît, c'est parce que, en particulier en Occident, c'est parce qu'à un moment donné, c'est ce tissu-là, avec en particulier ces élites, qui vient à faire défaut à l'Empire, à l'idée impériale, et qui donc fait que cette idée impériale disparaît, au moins en Occident. Voilà, je vous remercie. J'étais un peu plus